Le sang giclait de ma gorge tranchée comme un vin rouge renversé sur un tapis persan. Et je sentais la vie s'écouler en un filet tiède sur le col de ma chemise blanche, imprégné de l'odeur métallique de la trahison. Les yeux de Victor, mon amant et traître, brillaient d'un éclat froid sous la lumière tamisée de l'appartement haussmannien. Tandis qu'il murmurait, c'était trop tard. Ma chérie, tu aurais dû te taire. Mais quand l'obscurité m'engloutit enfin, au lieu du néant éternel, je rouvris les yeux sur le cadran luminescent de mon téléphone qui vibrait furieusement sur mon bureau vitré. Et la date affichée aux 3 mois avant ma mort me frappa comme un coup de poignard, j'étais revenu. Je m'appelle toujours Élise Moreau. 35 ans. Auditrice financière chez Lux Finance. L'une de ces tours de verre impitoyables qui percent le ciel de la défense comme des lames affûtées prêtes à trancher les ambitions des imprudents. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de secrets enfouis sous les pavés avait été mon terrain de jeu et mon tombeau. À l'époque. Avant ce retour improbable. J'étais une femme ambitieuse. Forgée dans les couloirs glacés des grandes écoles. Où l'on apprend que le pouvoir n'est pas donné, mais arraché. Fille d'un modeste employé de banque du quartier de Belleville. J'avais gravi les échelons à la force de mes crocs, dévorant les chiffres comme d'autres avalent des croissants au petit déjeuner. Lux Finance. Avec ses 600 millions d'euros de fraude dissimulée dans les comptes offshore, était ma proie ultime. Et Victor Langlois, fils unique du PDG Henri Langlois, avait été mon allié ou du moins, je le croyais. Ce matin-là, 3 mois avant l'horreur, mon bureau au 40e étage offrait une vue panoramique sur l'Arc de Triomphe. Ce monument à la gloire éphémère des conquérants. Le soleil filtrait à travers les baies vitrées, projetant des reflets dorés sur les piles de rapports que j'avais entassés la veille. Mon téléphone vibrait encore. Un numéro inconnu clignotant comme un avertissement. Dans ma vie précédente, cet appel avait été le déclencheur, une source anonyme. Un whistleblower terrifié, me murmurant des coordonnées bancaires suisses où l'argent sale de Lux Finance se terrait comme un renard dans son terrier. J'avais écouté, noté, et lancé l'enquête qui mènerait à ma chute. Mais cette fois, je savais. Je savais que cet appel venait de Pierre Duval. Un cadre intermédiaire rongé par la culpabilité, qui se suiciderait 2 semaines plus tard après avoir été convaincu de se taire. Je savais que Victor, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure, avait orchestré ma disgrâce publique lors de la conférence de presse, me traitant de folle hystérique devant les caméras de BFM. Tandis que son père hochait la tête en feignant la surprise. Et je savais. Oh Dieu! Je savais comment cela finirait, une nuit d'orage. Dans notre nid d'amour rue de Rivoli. Un couteau de cuisine, le même que nous avions utilisé pour découper un magret de canard la veille, planté dans ma carotide par la main de l'homme que j'aimais. Mes doigts tremblants saisirent le téléphone. Allô, dis-je d'une voix que je forçais à rester neutre. Professionnel. Comme si je n'avais pas vu mon propre sang couler il y a un instant ou 3 mois. Selon le point de vue. La voix de Pierre était un murmure haché, entrecoupé de silences lourds comme des chaînes. Madame Moreau. Vous êtes la seule en qui j'ai confiance. Il y a des irrégularités. Des transferts vers des comptes au Caïman. 600 millions. Au moins. Si cela sort, c'est la fin pour eux. Je fermai les yeux, revoyant les flashs des photographes lors de mon renvoi. Les rires étouffés dans les couloirs. Et le regard de Victor, triomphant, alors qu'il signait mon arrêt de mort. Dites-m'en plus. Pierre, répondis-je calmement, notant chaque détail sur un bloc-notes neuf. Cette fois,
Je ne me précipiterai pas. Pas d'email hâtif au conseil d'administration. Pas de confrontation impulsive avec Henri Langlois lors d'un cocktail au Fouquet's. Non. Cette fois. La vengeance serait un vin millésimé, lentement infusé. Corsé de secrets. Et servi froide comme un sorbet à la menthe en plein été parisien. Je raccrochai. Et un frisson remonta le long de mon échine. Non pas de peur. Mais d'une excitation malsaine. Presque érotique. La mort m'avait libéré de toute illusion, elle m'avait rendu invincible. Je me levai. Ajustai ma jupe crayon noir, celle que Victor aimait tant. Ironie du sort, et sortis de mon bureau. Les open spaces de Luxe Finance bruissaient d'une fausse effervescence, traders hurlant dans leurs casques. Assistantes trottinant avec des cafés serrés. Et au loin, l'ombre imposante de Victor dans son aquarium de verre. Flanqué de sa secrétaire. Une blonde filiforme nommée Camille. Qui deviendrait sa maîtresse après mon départ? Dans ma vie antérieure. Je l'avais haï sans raison, maintenant. Je la plaignais. Elle ignorait qu'elle dansait sur un volcan. Je m'approchai de la machine à café. Un rituel anodin qui me permettrait d'observer sans être vu. Victor leva les yeux. Me vit. Et son sourire s'épanouit comme une rose vénéneuse. Élise. Ma belle. Prête pour le board meeting de cet après-midi? Père veut que tu présentes les projections trimestrielles. Sa voix était miel et poison. Avec cet accent du sud de la France qu'il cultivait pour charmer les investisseurs. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. Absolument. Chérie. J'ai peaufiné les chiffres toute la nuit. Un mensonge. Bien sûr, les vraies projections étaient bidons. Gonflées pour masquer les trous noirs des fraudes. Mais cette fois, je les utiliserai comme un appât. Le board meeting se tenait dans la salle de conférence ovale. Avec ses fauteuils en cuir capitonné et sa table en acajou lustré. Surplombant la Seine qui serpentait paresseusement sous le pont de Neuilly. Henri Langlois présidait. Un patriarche aux tempes grisonnantes et au regard d'aigle. Vêtu d'un costume 3 pièces qui puait l'argent ancien. Autour de lui, une brochette de vice-présidents bedonnants. Tous complices dans le silence. Victor était à sa droite. Rayonnant de cette arrogance juvénile qui l'avait toujours exaspéré et excité chez lui. J'entrai la dernière. Dossier sous le bras. Et m'assis en face d'eux. Sentant leurs yeux glisser sur moi comme des serpents. Mesdames. Messieurs. Commencez-je. Projetant les slides sur l'écran géant. Les chiffres défilaient, croissance de 15%. Marge en hausse. Tout le blabla corporate. Mais au milieu, j'insérais une pause calculée. Une slide anodine sur les flux internationaux. Avec un graphique flou montrant des pointes suspectes vers les Caraïbes. Henri fronça les sourcils. Élise. Ces transferts. C'est quoi? Ce bazar? Je souris. Innocente. Oh. Rien de grave. Monsieur Langlois. Juste des vérifications en cours. Pierre Duval m'a contacté ce matin, il pense qu'il y a une petite anomalie. Rien qui ne puisse être résolu en interne. Un silence de mort s'abattit. Victor blêmit imperceptiblement. Son pied tapotant nerveusement sous la table. Pierre? Comment osait-elle mentionner Pierre? Je voyais les rouages tourner dans sa tête, il devait déjà planifier comment gérer ce gêneur. Parfait. La graine était plantée. Le meeting se termina dans une tension palpable. Et en sortant, Victor m'attrapa le bras dans le couloir. Ses doigts s'enfonçant comme des serres. Qu'est-ce que tu fous?
Élise? Pierre? Tu sais qu'il est instable. Laisse-moi m'en occuper. Son souffle était chaud contre mon oreille, chargé de ce parfum boisé que j'avais autrefois trouvé enivrant. Bien sûr. Mon amour, murmurai-je, posant une main sur sa joue. Je te fais confiance. Ce soir-là, dans notre appartement rue de Rivoli, face à la colonne Vendôme qui veillait comme un géant de pierre sur nos amours factices, nous dînâmes d'un coq au vin. Ce plat bourgeois que Victor affectionnait pour son air de tradition. Il était nerveux, picorant son assiette. Et je jouais la comédie de la maîtresse inquiète. Victor, dis-moi la vérité. Ces transferts. Ce n'est pas toi. Hein? Il rit. Un éclat forcé. Ma chérie. Tu lis trop de polar à la sauce française. C'est juste des optimisations fiscales. Père, c'est tout. Je hochai la tête, versant du Bordeaux dans nos verres. Et à cet instant, je vis le fantôme de ma mort passer, le couteau sur le plan de travail, brillant sous la lampe. Cette fois, je le déplacerai subtilement, le rangeant dans le tiroir découvert. Petit à petit, je tisserai ma toile. Les jours suivants furent une danse macabre. Je contactai discrètement un avocat, un vieil ami de la fac de droit à Assas, pour sécuriser mes propres comptes au cas où. J'installai un logiciel de surveillance sur mon ordinateur, capturant chaque email, chaque fichier ouvert. Et surtout, j'approchai Camille, la secrétaire, sous prétexte d'une soirée entre filles au café de Flore. Assise sur ces banquettes usées par l'écu des existentialistes, un pastis devant nous. Je la fis parler. Elle craqua vite, Victor l'avait draguée lors d'un séminaire à Cannes, promettant monts et merveilles. Il dit que tu es trop sérieuse, Élise. Trop focalisée sur le boulot. Je ris. Un rire de gorge qui sonnait faux même à mes oreilles. Ma pauvre. Les hommes comme lui sont des mirages dans le désert du 16e arrondissement. Laisse-moi t'aider à ouvrir les yeux. Elle hésita, mais avala la pas. Bientôt, elle me fournirait des copies de ses agendas et des rendez-vous coquins de Victor avec des lobbyistes véreux. Mais la trahison, la vraie, celle qui me rongeait comme un acide, était plus profonde. Dans ma vie précédente, après mon renvoi, j'avais découvert que Victor n'était pas seulement un escroc, il était le cerveau. Henri, ce vieux lion fatigué, avait fermé les yeux sur les malversations de son fils pour protéger l'Empire. Et moi, j'avais été l'alibi parfait. La femme forte qui validait les comptes. Jusqu'à ce que je creuse trop profond. Mon suicide, officiellement un cambriolage qui avait mal tourné, avait été maquillé en accident domestique. Les flics, corrompus ou paresseux, avaient classé l'affaire en 24 heures. Cette fois, je ne me laisserai pas abattre. J'infiltrerai. Je manipulerai. Et je frapperai là où ça fait mal, au cœur de leur vanité familiale. Une semaine après l'appel, Pierre Duval disparut. Pas de suicide théâtral comme avant, non. Victor avait appris de ses erreurs. Un départ anticipé à la retraite. Selon le communiqué interne. Je le sus en premier. Grâce à un informateur que j'avais acheté à un vigile italo-français du parking souterrain. Pour un billet de 500 € glissé dans une enveloppe anonyme. Pierre avait été invité à une réunion privée avec Victor et 2 gorilles en costard. Et en était ressorti avec un chèque et un billet pour Genève. Exil doré.
Mais exil quand même. Je visitais sa femme. Une petite brune effacée du quartier de Montreuil. Qui pleurait dans son HLM au mur lézardé. Il a dit que c'était pour notre bien. Madame Moreau. Mais ses yeux. Ils étaient vides. Je lui serrai la main, promettant de veiller sur elle. Et en sortant, je gravai ce nom dans ma liste, Victor Perret pour Pierre. Et pour tous les autres fantômes que j'évoquerai. La tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Victor devenait paranoïaque, il vérifiait son téléphone 2 fois par heure. Annulait nos dîners pour des réunions urgentes. Et une nuit, je l'entendis murmurer au téléphone, « Occupez-vous d'elle si elle fouille trop. » Mais discrètement. Pas comme la dernière fois. La dernière fois? Mon cœur s'emballa, y avait-il eu d'autres? Une auditrice junior. Disparue 2 ans plus tôt. Officiellement reclassée à Londres. Coïncidence? Je fouillais les archives numériques tard dans la nuit. Depuis mon appartement. Un verre de Calvados à la main pour noyer l'angoisse. Oui, une jeune femme nommée Sophie Laurent. Qui avait signalé des irrégularités mineures. Son dossier était scellé. Mais un email effacé traînait dans les backups, Victor l'avait menacé. Et elle avait démissionné subitement. Combien d'autres? La fraude n'était pas qu'argent, c'était un cimetière de carrière et de vies brisées. Je décidai alors mon premier coup d'éclat, une fuite contrôlée. Pas aux médias trop risqué. Trop tôt. Non. À la concurrence. J'envoyais un dossier anonyme à BNP Paribas. Via un VPN masqué depuis un café anonyme du Marais. Juste assez pour semer le doute, un extrait de compte montrant 50 millions détournés vers une société écran à Panama. Les actions de Lux Finance chutèrent de 3% le lendemain. Et Henri convoqua une crise de direction. Victor hurla dans son bureau, fracassant un vase mine contre le mur. Je passai le voir. L'air inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour? Il me serra contre lui. Trop fort. Et pour la première fois, je sentis la peur en lui ou une peur qui me grisa comme un opium. Quelqu'un nous sabote. Élise. Si c'est toi. Il s'interrompit, riant nerveusement. Non. Pas toi. Tu es ma reine. Sa reine. J'allais lui montrer ce qu'une reine déchue pouvait faire avec une couronne empoisonnée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de faux-semblants. Où chaque sourire échangé avec Victor était une lame dissimulée dans un écrin de velours. Paris. Sous son manteau automnal de feuilles rousses et de brume matinale. Semblait conspirer avec moi, les platanes du boulevard Haussmann perdaient leurs feuilles comme des secrets trop lourds à porter. Et la tour Eiffel, vue de mon balcon, se dressait comme un échafaud géant attendant son heure. J'avais transformé mon deuil en arme. Ma résurrection en plan de bataille. Chaque matin, je relisais mes notes, un journal codé. Écrit à l'encre sympathique sur des pages de cahier Moleskine. Révélé seulement sous une lampe UV que j'avais achetée discrètement sur Amazon. Vengeance, pas de pitié. Pas de trace. C'était mon mantra. Gravé dans le marbre de mon âme revenue des enfers. Camille devint mon pion le plus précieux. Lors de notre deuxième soirée confidence au Procope. Ce berceau des Lumières où Voltaire lui-même avait siroté son café en complotant. Elle lâcha la bombe, Victor entretenait non seulement une liaison avec elle. Mais il l'utilisait pour falsifier des signatures numériques. Il me dit que c'est pour l'entreprise. Élise. Que c'est légal. Mais j'ai vu les montants. Des centaines de milliers. Ses yeux verts, soulignés de mascara waterproof pour masquer les larmes, imploraient la rédemption.
Je posai ma main sur la sienne, feignant la compassion d'une grande sœur. Tu n'es pas seule, ma belle. Ensemble, on va les faire tomber. Mais il faut être maline. Donne-moi les accès à son agenda partagé. Juste pour vérifier. Elle hésita, mordillant sa lèvre pulpeuse. Mais l'ambition ou la peur l'emporta. Le lendemain, j'eus les codes. Et avec eux, un calendrier diabolique, rendez-vous codé avec des avocats fiscalistes à Genève. Dîner avec des politiciens du Palais Bourbon impliqués dans des commissions financières. Et pire, une note laconique, éliminer Duval si récalcitrant au contact M. M. Qui était M? Un mercenaire? Un mafieux corse? Mon sang se glaça. Mais je n'appelais pas la police, pas encore. Les flics de la BRDE, la brigade des délits financiers, étaient souvent à la solde des grands patrons, j'en avais vu un. Lors d'une enquête passée. Accepter un enveloppe grasse dans un bar du 8e. Non. Je creuserai seul. J'utilisais le code-bas exécution de mon laptop personnel, un petit script Python que j'avais bricolé en fac. Pour croiser des données publiques. En entrée, les noms des contacts de Victor extraits de son cloud piraté. Sortie, un réseau de connexions sinistres. Reliant LuxFinance à une nébuleuse de holdings opaques. Dont une nommée Méditerranée Investissement. Dirigée par un certain Marco Rossi. Un ex-légionnaire aux antécédents troubles. M. Pour Marco. Le puzzle se mettait en place, la fraude n'était pas un caprice filial. Mais un empire criminel. Avec Victor comme prince héritier et Henri comme roi consentant. Mon premier décision controversée vint là, infiltrer Marco. Pas en le confrontant au suicide assuré. Non. En le séduisant. À 35 ans. J'avais encore ce corps affûté par des séances de yoga au Luxembourg. Et un esprit aiguisé comme une lame de guillotine. J'arrangeais une rencontre fortuite lors d'une gala de charité à l'hôtel de Crillon. Où LuxFinance sponsorisait une cause bidon pour les orphelins de guerre, ironie suprême. Vu les vies qu'il ruinait. Vêtu d'une robe fourreau rouge sang. Fendue jusqu'à la cuisse. Je m'approchai de lui au bar. Un verre de champagne Veuve Clicquot à la main. Marco était un colosse au crâne rasé. Tatoué d'un aigle impérial sur le biceps. Avec des yeux noirs qui scrutaient comme des radars. Vous dansez, demandai-je. D'une voix rauque feignant l'ivresse. Il ricana. Un son guttural teinté d'accent marseillais. Seulement si vous valez le coup, mademoiselle. Nous valsâmes sur la piste. Sous les lustres en cristal qui pleuvaient des lumières comme des larmes de diamant. Et je sentis son corps dur contre le mien, un mur de muscles forgés dans le feu des conflits oubliés. Au fil de la soirée. Je lâchais des miettes, je travaille chez Lux. Vous savez. Victor Langlois. Un porc. Mais son père paie bien. Marco mordit à l'hameçon. Me glissant son numéro entre deux coupes. Appelez-moi si vous en avez marre des cols blancs. J'ai du boulot pour les malines comme vous. Du boulot. Éliminer des gêneurs. Sans doute. Le lendemain. Je l'appelais depuis une cabine publique près de la gare de Lyon. Déguisé en perruque blonde et lunettes de soleil. Marco. C'est Élise. J'ai entendu dire que vous gérez les problèmes. J'en ai un, Pierre Duval. Il parle trop. Silence. Puis un grognement approbateur. 50 000 €. Et c'est réglé. Discrètement. Mon estomac se noie, j'étais en train de négocier un meurtre. Même fictif.
Pour la vengeance? Je vendais mon âme. Marché conclu. Mais je veux des preuves. Il envoya une photo, Pierre. Ligoté dans une cave anonyme. Les yeux bandés. Pas mort encore. J'appelai anonymement les flics. Laissant l'adresse. Pierre fut libéré le soir même. Et Marco jura comme un charretier. Me menaçant par SMS. Parfait. La paranoïa s'installait. Victor, sentant le vent tourner, redoubla d'affection. Un week-end à Deauville. Dans la villa familiale des Langlois. Face à la mer normande qui mugissait comme un cœur de damné. Nous marchions sur la plage. Pieds nus dans le sable froid. Et il s'agenouilla soudain. Tirant une bague de sa poche un solitaire de 3 carats. Taillé en France. Épouse-moi. Élise. Laisse tout ça derrière. On partira à Monaco. Loin des emmerdes. Ses yeux imploraient. Mais je vis le calcul m'enchaîner. Me museler. Dans ma vie passée. J'avais dit oui. Ivre de son mirage. Cette fois. Je pleurais de vraies larmes. Salé comme la mer et murmurais, oui. Mon amour. Mais d'abord. Réglons ces comptes. Pour nous. Il exulta. M'embrassant avec une ferveur qui masquait son soulagement. Fou qu'il était, la bague était mon talisman. Un anneau d'or autour de son cou. De retour à Paris. Je passai à l'étape suivante, rallier Henri contre son fils. Le vieil homme était mon point faible ou ma clé. Lors d'un déjeuner privé au Plaza Athénée. Je m'invitai sous prétexte de discussion matrimoniale. Assis dans un booth capitonné. Face à une assiette de foie gras mi-cuit. Je lâchai la première bombe, Monsieur Langlois. Victor. Il vous met en danger. J'ai des preuves de ces écarts. Pour votre bien. Regardez ceci. Je glissai une clé USB sur la table. Contenant des enregistrements volés au Victor ivre. Confessant à Camille les détournements. Henri pâlit. Ses mains arthritiques tremblant sur sa fourchette. Ce garçon. Il est ma chère. Élise. Mais l'Empire passe avant tout. Que voulez-vous? Vengeance? Pensais-je. Mais je dis, juste la vérité. Et ma place à vos côtés. Il hocha la tête. Rangeant la clé. Ce soir-là. Victor rentra furieux. Une échymose naissante sur la joue. Père m'a giflé. Il soupçonne quelque chose. C'est toi. Hein? Je feignis l'outrage. Comment oses-tu? Je t'aime. Nous fîmes l'amour cette nuit-là. Un corps à accent grave, corps brutal. Où je sentis sa rage et ma haine se mêler comme deux vins corsés. Au matin. Il s'excusa avec des fleurs de chez le nôtre. Aveugle qu'il était. Mais la roue tournait. Marco. Furieux de l'échec avec Pierre. Commença à fouiner. Un soir. En rentrant d'une réunion tardive. Je trouvai un mot glissé sous ma porte, traîtresse. Tu paieras. Signé d'un M sanglant. La peur. Cette vieille compagne. Revint me hanter. Mais je l'écrasai comme une cigarette sous mon talon louboutin. J'appelai un contact à Interpol, un cousin éloigné. Via une ligne sécurisée et leur fournis des indices sur Marco. Pas assez pour l'arrêter. Juste pour le faire suer. Et pendant ce temps. La fraude s'effritait, les auditeurs externes. Alertés par ma fuite à BNP.
commencèrent à poser des questions. Les actions plongeaient. Les investisseurs paniquaient. Et Henri convoqua Victor pour un séminaire de formation à Genève Code pour une mise au pas. Ma décision la plus controversée arriva alors, sacrifier Camille. Elle avait servi son tour, maintenant. Elle devenait un risque. Je l'invitai à un apéro au comptoir du Relais. Et là, je la piégeai. Écoute, Camille. Victor, c'est pour nous. Il va te virer. Mais si tu balances tout à la presse. Elle paniqua, signant un faux témoignage que j'avais rédigé, accusant Victor de harcèlement. Anonyme. Bien sûr. Le lendemain, Le Monde publia l'article « Scandale sexuel chez Lux Finance, le fils du PDG accusé de mœurs légères ». Victor explosa, la congédiant sur le champ. Camille, brisée, me téléphona en larmes. Pourquoi? Élise? Tu m'as trahi. Je raccrochai, le cœur serré. Collatéral. La guerre exige des sacrifices. Le climax approchait. Henri, sentant l'Empire trembler, organisa une conférence de presse pour réaffirmer la transparence. Victor, blême sous son fond de teint, me supplia, sois à mes côtés. Élise, montre-leur qu'on est unis. J'acceptai, ajustant ma bague comme un garrot. La salle de presse du siège bruissait d'ambiance électrique, journaliste de France Inter. Caméra de CNews. Micro tendu comme des lances. Henri parla en premier. Voix chevrotante, Lux Finance est solide. Les rumeurs sont infondées. Puis Victor, m'entraînant sur l'estrade, main dans la main. Et personnellement, je suis heureux d'annoncer mes fiançailles avec Élise Moreau, notre auditrice en chef, garante de notre intégrité. Flash. Applaudissements polis. C'est alors que je pris le micro. D'une voix claire comme un glas. Merci, Victor. Mais l'intégrité. Parlons-en. J'appuyai sur un bouton de ma montre connectée. Et sur les écrans géants derrière nous défilèrent les preuves, virements offshore, enregistrements audio, mais falsifiés. La salle explosa en un chaos de cris et de questions. Victor me fixa, bouche bée. Trahison pure dans les yeux. Élise. Non. Henri s'effondra dans son fauteuil, murmurant, mon fils. Les flics arrivèrent 10 minutes plus tard. Menottes au poing. Emmenant Victor menotté comme un vulgaire pickpocket. Marco fut arrêté le soir même. Son réseau démantelé. Et moi? J'étais la whistleblower héroïque. Interviewé par Léa Salamé sur France 2. Larmes aux yeux feintes. Mais au fond, la vengeance n'apaisa pas, elle creusa un vide plus grand. Les suites du scandale furent un ouragan qui balaya Paris comme une tempête atlantique. Emportant tout sur son passage, réputation. Alliance forgée dans l'ombre. Et les illusions que j'avais moi-même chéries. 3 jours après la conférence. Lux Finance était un vaisseau en perdition. Ses actions en chute libre vers les abysses boursiers. Tandis que les régulateurs de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, débarquaient au siège avec des mandats de perquisition, transformant les couloirs en un champ de bataille administratif. Henri Langlois. Ce titan qui avait autrefois dompté les crises de 2008 d'une main de fer, se terra dans sa suite au Georges V, refusant les appels. Sonumé par des médecins aux poches gonflées de calmants. Victor,
Incarcéré à la santé dans une cellule qui puait le désespoir et les regrets. M'envoya une lettre par l'intermédiaire de son avocat, « Tu es un monstre. Élise. Pire que moi. Je t'aimais vraiment. Vraiment? Je brûlai la lettre dans l'évier de mon appartement, regardant les flammes lécher le papier comme une langue de feu purificatrice. Pourtant, sous les projecteurs de la gloire posthume car j'étais morte et revenue. Après tout, la solitude me rongeait. Les médias me portaient au nu, l'héroïne de la défense. Titré Libération en une. Avec ma photo en noir et blanc. Regard farouche. Sous un bandeau rouge fraude géante, 600 millions volatilisés. J'accumulais les invitations, dîner avec des procureurs ambitieux autour d'argent. Where the Duck Press seem to mock the press lives of the elite, panel sur France Culture où des sociologues disséquaient la trahison des élites françaises. Mais chaque toast porté à ma santé sonnait creux. Pierre Duval, libéré et rétabli, me rendit visite un après-midi pluvieux, apportant une bouteille de Châteauneuf-du-Pape en guise de merci. Vous m'avez sauvé, Madame Moreau. Sans vous. Ses yeux, encore hantés par les ombres de la cave, s'embuèrent. Je haussai les épaules, versant le vin dans des verres dépareillés. C'était pour moi. Pierre. Pas pour vous. Il ne comprit pas. Ou fit semblant. Et nous trinquâmes à la survie. Ce mirage commun. Camille. Elle. Disparue. Après son licenciement. Elle avait craqué. Postant des stories Instagram larmoyantes depuis un café de Pigalle. Accusant l'hypocrisie des patrons. Puis. Silence radio. J'appris par un contact à la préfecture qu'elle avait tenté de se suicider avec des barbituriques. Rattrapée in extremis par des pompiers alertés par une voisine. Collatéral. Me répétais-je. Mais le mot sonnait comme une excuse. Était-ce la vengeance qui me transformait en monstre? Ou la mort qui m'avait déjà marqué au fer rouge? Les nuits. Je revivais ma faim, le couteau, le sang, le rire étouffé de Victor. Et maintenant, je riais seul. Un écho amer dans l'appartement vide, où les meubles haussmanniens semblaient me juger de leur bois ciré. Henri me contacta enfin. Une semaine après l'arrestation. Pas par téléphone trop vulgaire pour un Langlois, mais par coursier. Une enveloppe scellée de cire rouge. Livrée à mon bureau provisoire chez un cabinet d'avocats partenaire. Dedans. Une lettre manuscrite. Plume et encre bleue. Et un chèque de 2 millions d'euros. Pour service rendu. La lettre, Élise. Vous avez détruit mon fils. Mais sauvez mon nom. Victor était une erreur. Une tumeur que j'ai nourrie par faiblesse paternelle. Prenez cet argent et disparaissez. Ou restez. Et dirigez Lux Finance à mes côtés. Choisissez. Le choix. La grande farce de la vie, on pense choisir. Mais le destin ou la résurrection ont choisi pour nous. Je déchirai le chèque. Le renvoyer avec un post-it, garde ton empire pourri. Je préfère la liberté. Mais la liberté? À quoi ressemblait-elle? Quand on avait goûté au pouvoir du chaos? Ma contre-attaque personnelle commença par une décision qui me entrait, confronter Marco en personne. Pas par vengeance pure où il n'était qu'un chien en laisse. Mais pour clore le chapitre. J'arrangeai une rencontre via un intermédiaire. Dans un entrepôt désaffecté de la zone industrielle de Gennevilliers. Sous un ciel de plomb qui crachait une pluie fine comme des balles de mitrailleuse. Marco m'attendait. Flanqué de 2 sbires au crâne tatoué. Un flingue luisant dans sa ceinture. La salope whistleblower. Grognatait-il.
crachant par terre. Je ne tremblais pas, la mort m'avait immunisé. Marco. Tu bosses pour des amateurs. Victor est fini. Henri vacille. Rejoins-moi. Ou crève en tôle. Il rit. Un aboiement rauque. Et ordonna à ses hommes de m'encercler. Mais j'avais un atout, un micro caché dans mon col. Relié à une équipe de la PJ ou la police judiciaire. Que j'avais briefé anonymement. Quand il sortit son arme. Menaçant, tu vas payer pour Duval. Connasse. Les sirènes hurlèrent. Et les flics déferlèrent comme une marée. Marco fut plaqué au sol. Menotté. Hurlant des insanités en italien. Moi, j'étais l'héroïne B. Citée dans les rapports comme source confidentielle. Pas de gloire, mais une paix précaire. Pourtant, le vrai twist se profila quand Victor, depuis sa cellule, orchestra sa riposte. Un mois après son incarcération, un scandale éclata, des leaks sur le dark web. Des photos intimes de moi au nu. Vulnérables. Prises lors de nos nuits d'amour. Accompagnées d'accusations, Élise Moreau. L'a vendue. Elle a couché pour monter. Et trahi pour de l'argent. Les tabloïds s'emparèrent du torchon, Closer titra sexe et trahison à la défense. Avec des pixels floutés qui n'offusquaient personne. Mon téléphone sonna sans relâche, amis qui se distançaient. Collègues qui chuchotaient. Et pire, des anonymes qui m'insultaient sur les réseaux. Me traitant de pute corporate. Paris. Cette garce. Se retournait contre moi. Ses salons feignant l'indifférence tandis que les ragots coulaient comme du champagne éventé. Je confrontai l'avocat de Victor lors d'une audience préliminaire au palais de justice de l'île de la Cité. Sous les voûtes gothiques qui avaient vu tant de drames shakespeariens. C'est lui. N'est-ce pas? Demandai-je. Voix basse. Tandis que les juges sirotaient leur café. L'avocat. Un raté bedonnant nommé Duval ou ironie du sort. Haussa les épaules. Mon client nie. Mais il a des ressources. Même en tôle. Ressources. J'en avais aussi, j'embauchais un hacker freelance. Un gamin de Nanterre au dreadlock et au hoodie gris. Qui traquait les traces numériques pour 10 000 €. Résultat, les leaks venaient d'un serveur proxy à Amsterdam. Financé par un compte lié à Henri. Le père contre le fils? Non, une manipulation pour me discréditer. Me forcer à accepter son offre. Henri. Le matois. Jouer sur 2 tableaux, sacrifier Victor pour sauver l'Empire. Et m'éliminer comme témoin gênant. La rage me consuma. Je décidai le coup fatal, une interview explosive à Mediapart. Ce site d'investigation qui avait ruiné plus d'un politicien. Assise dans leur bureau du 11e arrondissement. Face à un journaliste aux lunettes rondes et au cynisme aiguisé. Je déballai tout, la fraude. Les menaces. Les photos et le rôle d'Henri. Il savait. Dis-je. La voix ferme comme un serment sur la Bible. Il a couvert son fils pendant des années. Protégeant un réseau qui saigne la France de ses richesses. L'article sortit à minuit. Un missile qui frappa en pleine nuit. Au matin. Henri fut placé en garde à vue. Son empire saisi. Et Victor, apprenant la nouvelle par la radio de sa cellule, tenta de se pendre avec ses draps. Échec, il survécut. Brisé. Mais la victoire avait un goût de cendre. Seul dans mon appartement. Je bus du cognac pur. Écoutant la pluie marteler les tuiles mansardées. Étais-je vengé?
Oui. Mais à quel prix? Pierre prospérait dans un job modeste. Camille se remettait en thérapie. Marco pourrissait en prison. Et moi? Une paria glorifiée. Courtisée par des éditeurs pour un livre Ma résurrection financière. Mais hanté par les fantômes. Un soir? Un appel anonyme, la voix de Victor. Rauque de haine. Tu as gagné. Élise. Mais souviens-toi, en France. Les traîtres finissent toujours seuls. Clic. Il avait raison. La solitude était mon nouveau couteau. Pourtant. Je refusais la bique ACH. J'achetais un billet pour Marseille. Cette ville de contrebandiers et de soleil impitoyable. Où je changerais de nom. De peau. La vengeance n'était pas la fin, c'était le début d'une nouvelle vie. Forgée dans le feu de la trahison. Paris s'effaçait derrière moi. Ses lumières comme des yeux moqueurs. Mais j'avançais. Ressuscité une seconde fois. Marseille m'accueillit comme une amante jalouse, son mistral cinglant fouettait mon visage sur le vieux port. Où les pêcheurs allaient leurs filets imprégnés d'odeurs d'iode et de regrets. Et ces calanques turquoises masquaient des abysses noirs de secrets enfouis. J'avais laissé Paris derrière moi comme un amant toxique. Emportant seulement un sac cabine. Mon passeport neuf au nom d'Élodie Martin ou une identité fabriquée par mon hacker de Nanterre pour 5 000 € supplémentaires. Et un compte offshore légal. Nourri des indemnisations de Luxe Finance. L'Empire s'était effondré, racheté par un fonds qatari pour une bouchée de pain. Rebaptisé Nova Finance. Avec Henri en exil doré à Monaco. Jouant au bridge avec d'autres dinosaures du CAC 40. Et Victor condamné à 15 ans pour fraude aggravée et tentative de meurtre. Oui. Ils avaient rouvert l'enquête sur ma mort. Grâce à des preuves que j'avais glissées aux flics. Mais la fuite n'était pas une capitulation, c'était une métamorphose. À Marseille. Je repris mes études non plus en finance. Ce poison. Mais en journalisme d'investigation à l'université d'Aix-Marseille. Me fondant dans la foule des étudiants aux accents chantants et aux idéaux flamboyants. Le jour, je décortiquais des cas de corruption locale. Des mafias phocéennes qui blanchissaient de l'argent via des bars à absinthe du panier, la nuit. Je traquais les ombres de mon passé. Car la vengeance, cette drogue, ne se désintoxiquait pas facilement. J'appris que Camille s'était réinventé, coach en développement personnel à Lyon. Avec un podcast sur surmonter la trahison au féminin. Ironie douce amère. Pierre, retraité précoce à la campagne provençale. Cultivant des lavandes et ignorant les ombres. Et Henri? Un AVC l'avait foudroyé 6 mois après sa garde à vue. Le laissant paralysé dans une clinique privée de Nice. Murmurant des imprécations incohérentes contre cette vipère de Moreau. Pourtant. Le twist final, celui que ni ma résurrection ni mes plans machiavéliques n'avaient anticipé, au surgit un soir d'été. Alors que je sirotais un pastis dilué sur une terrasse du cours Julien. Entouré de graffitis anarchistes et de rires d'étudiants. Mon téléphone vibra, un numéro masqué. Élise? Ou devrais-je dire Élodie? La voix était féminine. Douce comme du miel empoisonné. Avec un accent du sud raffiné. Sophie Laurent. La junior disparue. Que j'avais exhumée des archives. Pas morte. Pas reclassée, vivante. Et enragée. J'ai suivi ton histoire. Tu as fait ce que je n'ai pas osé. Mais il y a plus. Henri n'était pas le cerveau. C'était sa sœur. Marguerite Langlois. Elle tire les ficelles depuis Bruxelles. Via l'UE. Les 600 millions? La pointe de l'iceberg. Mon cœur s'emballa. Marguerite, la tante recluse. Veuve d'un diplomate.
Que j'avais croisé une fois à un Noël familial. Un spectre en perles et châle de cachemire. Observant Victor avec un œil calculateur. J'avais ignoré son rôle. Focalisé sur le père et le fils. Erreur fatale. Sophie ou plutôt Sofia. Comme elle se faisait appeler maintenant. Exilée en Espagne sous protection des témoins, m'expliqua tout lors d'un appel crypté. Marguerite gérait un réseau pan-européen. Détournant des fonds publics via des ONG bidons pour l'aide aux migrants. Recyclant l'argent sale dans Lux Finance. Victor n'était qu'un pantin, Henri. Un complice myope. Et moi? J'avais frappé les branches. Laissant le tronc intact. La révélation me terrassa. Ma vengeance, si méticuleuse, n'avait été qu'une demi-mesure. Pire, en fuyant. J'avais laissé Marguerite libre. Probablement en train de rebâtir sur les ruines. Sofia proposa une alliance, reviens. Élise. On l'aura ensemble. J'ai des dossiers. Des noms. Mais ça veut dire plonger dans l'enfer à nouveau. J'hésitais. Le Mistral portant des effluves de thym sauvage et de sel marin. Revenir? À Paris. Cet hydro-mille-têtes? Ou rester dans l'anonymat marseillais? Enseignant à de jeunes idéalistes l'art de débusquer la vérité sans se brûler les ailes? La nuit porta conseil, au lever du soleil. Rosée sur la basilique Notre-Dame de la Garde. Je réservais un TGV retour. La vraie bataille commençait. De retour dans la capitale. Sous un ciel d'octobre chargé de nuages comme des regrets. Je contactai Sofia en personne. Rendez-vous dans un bistrot anonyme de Belleville. Mon ancien quartier. Où les murs tagués racontaient des histoires de révolte immigrée. Elle était changée, cheveux courtins en roue. Cicatrices invisibles dans le regard. Mais l'étincelle intacte. J'ai fui après Victor m'a menacé. Confia-t-elle. Grignotant un falafel tiède. Il m'a promis l'enfer si je parlais. Mais Marguerite. Elle est le diable en Givenchy. Nous passâmes la nuit à compiler, dossier dérobé. Enregistrement volé. Un organigramme reliant Marguerite à des eurodéputés corrompus. Des banquiers belges. Et même un ministre français des Finances au parfum. Le réseau pompait des milliards. Pas des millions. Via des subventions européennes détournées pour des projets humanitaires fantômes. Ma première manœuvre fut controversée. À la limite de l'éthique, approcher un ex-amant de Marguerite. Un antiquaire du Marais nommé Laurent. Que Sofia avait identifié via des ragots mondains. Âgé de 60 ans. Moustachu et bedonnant. Il craqua lors d'un thé au la durée. Quand je glissais, elle vous a laissé tomber pour l'argent? N'est-ce pas? Aidez-moi. Et je vous rends justice. Il fournit des lettres. Des preuves d'un chantage passé en Marguerite l'avait ruiné en le menaçant de révéler son passé d'escroc d'art. Avec ça. Nous fûmes un pas plus près. Le climax se noua lors d'un sommet de l'UE à Bruxelles. Où Marguerite présidait un panel sur la transparence financière. Sofia et moi nous y infiltrâmes. Moi en tant que journaliste freelance pour un média belge fictif. Elle en assistante. La salle de conférence. Avec ses drapeaux bleus étoilés et ses fauteuils ergonomiques. Puis l'hypocrisie. Marguerite. Élégante à 70 ans. Cheveux blancs en chignon impeccable. Pérorait sur l'éthique. Pendant sa pause. Je l'abordai dans les couloirs lambrissés, Tantine. On se connaît? Lux Finance. Élise Moreau. Ses yeux. D'un bleu glacial. Se plissèrent. La traîtresse. Vous devriez être morte. Pas de surprise, elle savait.
Nous nous affrontâmes verbalement. Un duel de regards sous les néons froids. Jusqu'à ce que je sorte mon atout, un enregistreur diffusant sa voix. D'une conversation avec Victor, élimine-la. Ou je le fais moi-même. Le chaos suivi, alerte sécurité. Arrestation en cascade. Marguerite fut menottée devant les caméras de l'Euronews. Son empire s'effondrant en direct. Des milliards gelés. Des têtes tombant à Bruxelles et Paris. Sophia et moi fûmes acclamés comme des Amazones. Mais je refusai les spotlights. Disparaissant à nouveau cette fois vers les vignobles de Bordeaux. Où j'achèterai un petit domaine. Cultivant du merlot au lieu de rancune. Bordeaux m'offrit un épilogue inattendu, ses châteaux de pierre blonde baignés de soleil couchant. Ses vignes ondulantes comme des vagues de velours pourpre. Et un rythme lent qui contrastait avec le staccato parisien de mon ancienne vie. À 40 ans, un an après le démantèlement du réseau langlois. J'étais devenu vigneronne. Propriétaire d'un domaine modeste nommé Résurrection. Un clin d'œil ironique à ma seconde chance. Les journées se passaient à vendanger sous un ciel azuréen. Les mains tachées de jus de raisin qui masquaient les cicatrices invisibles de mes batailles. Et les soirées à déguster mes cuvées avec des locaux burinés par le soleil. Racontant des histoires de phylloxéra et de révoltes paysannes plutôt que de fraude cosmopolite. Sophia, ma sœur d'armes, s'était installée à Lisbonne. Écrivant un roman sur les ombres de l'Europe. Et nous échangions des mets cryptés. Riant de nos victoires passées comme de vieilles guerrières autour d'un feu de camp. Pourtant. Le passé. Ce vin qui fermente trop longtemps. Refit surface lors d'une foire au vin à Saint-Émilion. Parmi les stands chargés de bouteilles et de fromage de chèvre. Je la vis, Camille. Métamorphosée en œnologue freelance. Cheveux relevés en chignon désordonné. Robe fleurie qui cachait ses courbes affinées par le yoga. Élise, s'exclama-t-elle. Un verre de Bordeaux à la main. Les yeux écarquillés de surprise et non de haine. Nous nous assîmes sur un banc de pierre. Sous les remparts médiévaux. Et les mots coulèrent comme un nectar doux amer. J'ai pardonné. Dit-elle. Après avoir confessé sa thérapie. Ces nuits de rage. Tu m'as brisé. Mais tu m'as libéré. Sans ça. Je serais encore la potiche de Victor. Je hochai la tête, avalant la boule dans ma gorge. Pardon? Je n'y croyais plus. Mais son geste eut une étreinte spontanée. Parfumé de vanille et de terre fissura ma carapace. Pierre apparut plus tard. Lors d'un déjeuner dominical dans mon domaine. Retraité. Moustache grisonnante. Il apporta des tartes aux figues de sa Provence. Vous avez changé le monde? Élise. Dit-il. Toquant son verre contre le mien. Pour les petites gens comme moi. Les petites gens, c'était pour eux que j'avais commencé. Avant que la vengeance ne me dévore. Nous parlâmes tard. De tout et de rien. Et pour la première fois depuis ma résurrection. Je sentis une paix fragile s'installer. Comme un brouillard matinal sur la Garonne. Le twist final. Cependant. Fut le plus doux amer, une lettre de Victor. Postée de la prison de Clairvaux. Où il purgeait sa peine en atelier de reliure. Pas de haine cette fois, de la résignation. Élise. J'ai lu ton interview anonyme dans le Figaro. Tu as raison, j'étais un lâche. Mais en creusant. J'ai trouvé ça en moi-même. Si un jour tu passes par là. Viens me voir. Pas pour pardonner. Juste pour clore. Je n'allais pas. Au lieu de ça. Je lui envoyai une bouteille de mon premier millésime. Étiquetée à la santé des traîtres repentis. Henri. Paralysé.
Mourut seul dans sa clinique. Son testament léguant tout à des œuvres caritatives, un dernier acte de rédemption. Ou de calcul. Marguerite. Jugée à La Haye pour crimes financiers transnationaux. Écopa de 20 ans, son regard lors de l'audience. Projeté en direct. Croisa le mien à travers l'écran. Et Gilles eut non de la haine. Mais de l'admiration réticente. Tu as gagné. Petite. Ma fin n'était ni heureuse ni tragique, elle était française, nuancée. Imprégnée de mélancolie et de résilience. Un soir d'automne. Alors que les vendanges battaient leur plein et que les vendangeurs chantaient des airs occitans autour d'un feu de palette. Je m'assis sur la terrasse de mon château. Un verre de résurrection 2026 à la main. Le vin était corsé. Avec des notes de cerises noires et d'épices comme la vie. J'avais exposé la fraude. Été renvoyé publiquement. Tué dans l'ombre. Et revenu pour trancher les gorges des mensonges. Et maintenant? Je vivais? Non pas en survivante. Mais en conquérante. Paris n'était plus qu'un souvenir flou. Une carte postale jaunie, Bordeaux était mon empire. Petit mais authentique. Si l'appel initial ou ce murmure de pierre dans le vide avait été le début. Alors ce coucher de soleil sur les vignes. Teignant le ciel de pourpre vengeur. Était la fin parfaite. J'avais payé cher, solitude. Doute. Main souillée. Mais en levant mon verre aux étoiles naissantes. Je sus, la vraie revanche n'était pas leur chute. Mais ma renaissance. Et pour cela. Je trinque. Éternellement.